Bonsoir, Claudine Le Tourneur, disons. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre qu'on va montrer à l'écran et que j'ai avec moi, Champollion, le dernier voyage, c'est aux éditions du Cerf. On va en parler de ce fameux voyage, mais avant tout, je voulais vous demander pourquoi la date du 27 septembre 1822, pourquoi est-ce que cette date est restée dans l'histoire ? C'est une date fondamentale. En fait, ce n'est pas la date où Champollion a trouvé la clé, c'était quelques jours auparavant, c'était le 14 septembre en fait, où là, il a eu vraiment la révélation et il a compris l'intégralité du système hiéroglyphique. Et ensuite, il s'est effondré, donc il a fallu quelques jours pour qu'il se remette d'aplomb. Qu'il se repose. Qu'il se repose. Il était quand même foncièrement épuisé. Et ensuite, le 22 septembre, il a écrit une grande lettre pour l'Institut des inscriptions et belles-lettres pour faire une présentation et expliquer la clé du système. Et il vient à l'Académie, il est invité à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 27 septembre 1822, où là, il fait une magistrale présentation de la découverte de son système. Donc, c'est vraiment une date fondamentale. Et donc, c'était il y a 200 ans. Alors, exactement, pourquoi est-ce que cette découverte, elle est aussi importante dans notre connaissance de l'histoire et de l'Égypte ancienne en particulier ? Sans la langue, il y avait pratiquement 4500 ans d'histoire qui étaient tombés dans l'oubli. Et en fait, la découverte de la langue, parce qu'il y a des textes partout en Égypte, et on ne pouvait pas savoir quelle avait été foncièrement toute l'histoire de l'Égypte ancienne et de cette civilisation. Et grâce à la langue, Champollion non seulement découvre un système d'écriture, mais révèle 4500 ans d'histoire, c'est-à-dire l'Égypte sort de 4500 ans de mutisme pour se révéler pour cette révélation à cette civilisation qui est qualifiée de la mère des civilisations par bien des historiens. Et c'était fondamental pour la connaissance de notre propre civilisation. Si vous avez une question pour notre invité, une question sur Champollion, sur la découverte des hiéroglyphes, eh bien n'hésitez pas à la laisser dans le chat, juste à côté de cette vidéo. Je relaie ce soir vos réactions et vos commentaires en direct. Claudine Le Tourneur, disons, on parle de Jean-François Champollion, on a Claudius 15 dans le chat qui nous dit « Le sujet a déjà été traité ». Alors pas complètement, cher Claudius, puisque votre livre, ce dont vous êtes venu nous parler ce soir, parle du dernier voyage de Champollion, c'est-à-dire qu'après cette découverte des hiéroglyphes, il a voulu partir sur le terrain pour vérifier ses intuitions. Alors en fait, il voulait partir depuis de nombreuses années. Enfin, c'était son rêve d'enfant d'aller de découvrir l'Égypte. Donc il a commencé par essayer de comprendre la langue. Donc ça a été une très très grande réussite. Mais après 1822, donc son rêve ultime, c'était d'aller vérifier sur place que le système qu'il avait décodé, en quelque sorte, fonctionnait bien à partir des textes qui étaient, comme je dis, sur tous les temples, dans toutes les tombes. Il y a des textes partout. Donc il avait besoin de ce voyage pour se confronter à sa découverte, en quelque sorte. C'était un homme passionné, on peut dire ça, et assez tenace par ailleurs. Plus que passionné, oui. Il y a laissé sa santé, il y a laissé sa vie, parce qu'il est mort quand même très jeune, à 41 ans, totalement épuisé, malade. Mais ce dernier voyage, qui est aussi son premier voyage en Égypte, il le fait seulement 6 ans plus tard, en 1828. Il a beaucoup de mal à monter cette expédition. Oui, vous le racontez dans votre livre d'ailleurs, qui est un petit peu un roman historique. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, c'est un roman, mais en même temps, tout est vrai dans ce livre. Je n'ai pas romancé, en fait. J'ai repris des documents de 4 récits, qui sont le récit lui-même de Champollion, le récit de 2 autres Français qui faisaient partie de l'expédition, qui ont raconté le voyage à leur manière, et du dernier qui était Ippolito Rossellini, qui était le seul disciple d'ailleurs de Champollion, qui lui a raconté le voyage pratiquement au jour le jour. Et donc je me suis inspirée de ces 4 récits pour en faire un seul,
Alors évidemment, de manière très littéraire par ailleurs. D'une façon très très littéraire évidemment, mais en respectant, je veux dire, toutes les anecdotes sur le voyage, les incidents, les problèmes qui se rencontrent, les disputes qu'il y a entre les gens, je ne les ai pas inventées. Hein. Elles sont vraiment dans les récits de chacun d'eux. On va revenir justement. Jean-François Champollion veut donc partir en Égypte. Au départ, c'est ce que vous commencez à dire, tout le monde est contre. Il ne trouve quasiment pas de soutien. Ah non, en tout cas en France, il ne trouve aucun soutien. Non, parce que... Pour quelle raison ? Déjà, le roi de France, Louis XVIII, le premier, avait estimé que l'art égyptien n'avait absolument aucun intérêt. Donc, est passé sous le nez de la France une des plus belles collections au monde, qui était la collection constituée par le consul de Robetti, qui était en Égypte, et qui avait profité du fait qu'il n'y avait personne pour fouiller et faire des fouilles sauvages, et se constituer une collection faramineuse que la France n'a pas voulu, au grand désespoir du Champollion, et elle a atterri à Turin. Donc c'est Turin qui a cette fabuleuse collection. Et donc les Français estimaient que ce n'était pas du tout important d'aller en Égypte, et surtout qu'il ne... Champollion avait énormément d'ennemis, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient voulu prétendre être les découvreurs du système hiéroglyphique, et donc on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Il y avait beaucoup de jaloux en fait. Il y avait beaucoup de jaloux. On considérait que Champollion de toute façon n'était pas du sérail, que c'était un petit provincial qui arrivait de Figeac et qui n'avait pas sa place au milieu des grands hommes, des grands historiens français ou des grands chercheurs, des grands scientifiques. Et donc, il a été véritablement mis un peu au banc des scientifiques. Et c'est pour cette raison aussi qu'il a eu beaucoup, beaucoup de mal à obtenir quelques soutiens. Et ensuite... Alors, il a fini par en obtenir tout de même. Alors, Charles X... Il n'est pas parti tout seul. Voilà, après Charles X a fini quand même par dire qu'il était d'accord pour financer, mais seulement la moitié du voyage. Le grand-duc de Toscane a financé l'autre moitié. Donc, il y a eu une expédition franco-toscane avec 7 Français et 7 Toscans. Voilà comment s'est constitué le voyage. Alors, Christian Léon Toussaint qui nous dit « Ce doit être un livre passionnant à lire ». Bien, je vous confirme. Je vous confirme, Christian Léon Toussaint. Et encore, nous ne sommes qu'au début de votre récit, puisque une fois que l'expédition a été lancée, ça va être tout sauf simple. Une fois arrivé sur place, les difficultés étaient loin d'être terminées. Oui, il faut s'imaginer l'Égypte de 1828 avec le peu de confort qu'on pouvait avoir déjà rien que sur les bateaux. Hein. C'était des petits bateaux. C'était très, très spartiate comme aménagement. Et ils commencent donc par... ils arrivent à Alexandrie, hein, et pour Champollion, c'est sa terre promise. Hein, c'est pour lui un bonheur total que d'arriver en Égypte. On imagine. Et donc, ils partent d'Alexandrie, et le projet de voyage de Champollion, c'est de remonter le Nil jusqu'à la deuxième cataracte, c'est-à-dire jusqu'en Nubie. Et ça, c'est un voyage qui va prendre des mois. Parce qu'ils ont des embarcations très sommaires, parce que Champollion veut s'arrêter partout, et parce qu'ils sont soumis au vent aussi, puisque ce sont des navigations à voile. Qui étaient les personnes qui l'accompagnaient? Pardon, je fais un arrêt sur image. Alors, il y avait du côté français, il y avait essentiellement des peintres, parce que Champollion avait besoin de dessinateurs, parce qu'il fallait relever les textes. Et les textes, c'était des hiéroglyphes, donc il fallait quand même des gens très habiles en dessin. Donc il y avait Nestor Laute aussi, qui était un jeune dessinateur. Il y avait Charles Lenormand, qui lui était plutôt là. Il appartenait à l'inspection des Beaux-Arts. En fait, il était là un peu pour faire un relevé du voyage, écrire un texte sur ce qui se passait exactement, pour l'envoyer en France ou pour le donner ensuite aux autorités françaises. Mais c'était essentiellement des peintres et des dessinateurs. Et puis du côté italien aussi, donc il y avait Ippolito Rossellini, il y avait son oncle qui était architecte, et il y avait aussi un botaniste aussi, bizarrement, et c'était le grand-duc de Toscane avait tenu à ce qu'il y ait un botaniste qui rapporte des pierres, qui rapporte des végétaux, qui rapporte des insectes. Donc, alors, tout cet équipage arrive avec Jean-François Champollion en Égypte, remonte petit à petit le Nil, et là, arrivé devant les pyramides, on leur en refuse l'accès. C'est pas qu'on leur refuse l'accès, c'est que Champollion, en fait,
n'a pas voulu rentrer dans la pyramide de Khéops. Enfin, ils ont pu accéder aux pyramides, mais toute son équipe est rentrée à l'intérieur de la pyramide, sauf Champollion, et ce qu'on trouve assez étonnant. Pour quelle raison? Alors la raison, il ne l'a jamais véritablement écrite ni expliquée. Alors c'est peut-être aussi pour une raison de santé, parce que Champollion était déjà très malade. Il avait des gros problèmes aux poumons, de respiration. Il était victime très souvent de la goutte aussi. Et rentrer dans la pyramide de Khéops, c'est quand même tout un cheminement extrêmement difficile, où il y a très peu d'air. Enfin, pour quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Champollion était déjà assez corpulent. Et donc, il n'a pas voulu entrer. Et une autre raison aussi, c'est que Champollion, lui, cherchait des monuments avec des textes. Or, sur les pyramides, il était extrêmement déçu. Il n'y a pas de texte, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur des pyramides. Et ça, il était extrêmement déçu dans la mesure où, pour lui, c'était fondamental de retrouver par les textes le nom des pharaons et le nom des dynasties. Et cette première partie du voyage, pour lui, est assez frustrante. Et il attend avec impatience, finalement, d'être à Luxor, là où il estime qu'est le summum de la civilisation égyptienne, c'est-à-dire la 18e dynastie. Et là, concrètement, sur place, les autorités, le pacha ne vont pas lui faciliter la tâche. Oui, alors effectivement, déjà, ça se passe à Alexandrie. Il doit avoir ce qu'on appelle des firmans, c'est-à-dire des autorisations officielles pour pouvoir faire son voyage, pour pouvoir éventuellement fouiller, pour pouvoir acheter des objets. Et puis, Mehemet Ali, le pacha, le vice-roi d'Égypte, l'accueille très bien, lui promet ses firmans, et puis 3 jours après, lui dit non. Ben non, vous ne les aurez pas. Et parce que là, on comprend... Il y avait une méfiance vis-à-vis non, il n'y avait pas de méfiance, Champollion. Enfin, oui, il y avait une méfiance des fouilleurs comme Drovetti, qui était encore sur place, et du consul de Suède aussi, parce que c'était des gens qui faisaient fortune en constituant des collections et qui les revendaient. Donc, ils pensaient que Champollion allait leur faire vraiment de l'ombre. Et Champollion était là plutôt pour défendre et plutôt essayer d'interdire les fouilles sauvages et que les objets soient préservés et pas vendus n'importe comment. Alors Claudine Le Tourneur disant, on ne va peut-être pas révéler dans les détails ce qui se passera à ce qui se passe à la fin, mais quand même, est-ce qu'on peut dire que cette expédition, globalement, cette expédition de Champollion a été un succès? Que sa première et dernière expédition était une réussite. Sa première et dernière expédition, oui, forcément c'était un succès parce qu'il a rapporté des milliers et des milliers de documents, des milliers de dessins, et ça c'était... Il estimait qu'il avait encore le travail de toute une vie avec ce qu'il avait rapporté pour pouvoir étudier tous les textes. Et malheureusement, il est mort 2 ans plus tard et totalement épuisé. Et il n'a pas constitué, avec Hippolyte Rossellini, le fameux livre qu'il voulait constituer, c'est-à-dire qu'après la description d'Égypte faite par les savants de Bonaparte, où là, il n'y avait pas le système d'écriture, il voulait refaire cette description. Et il avait la matière pour refaire cette description d'Égypte, mais là, avec les textes. Et malheureusement, ce livre, de son vivant, ne s'est pas fait. Oui, vous le racontez dans votre livre, vous racontez un peu la fin de vie de Jean-François Champollion. C'était pas particulièrement... elle n'a pas été des plus plaisantes, disons. C'était un peu triste, parce que quand il est arrivé au retour de ce grand périple d'1 an et demi, il arrive en décembre à Toulon. Il fait un froid terrible. Et... contrairement à Hippolyte Rossellini, qui est accueilli comme un héros en Italie, Champollion, personne ne l'attend à Toulon. Et au contraire, on l'enferme dans un lazaret en quarantaine pendant 1 mois, où il crève de froid et personne ne vient l'accueillir. Et donc, il est rapatrié après en France, à Paris. Et là, il va continuer à essayer de travailler sur sa grammaire. Et le deuxième point qui est assez fondamental aussi, c'est qu'il n'a pas été accepté à 6 reprises. On lui a refusé l'accès à l'Institut des inscriptions et belles-lettres. Et c'est qu'1 an avant sa mort que, pris de remords sans doute, on l'a fait rentrer à l'Institut des inscriptions et belles-lettres, ce qui montre quand même que la France a eu beaucoup de mal à reconnaître ce génie des Lumières. Comment est-ce qu'il est devenu si populaire, alors, Jean-François Champollion? Il a terminé sa vie, finalement, un petit peu, si pas méprisé, en tout cas très peu connu. Ouais. À quel moment il est devenu la figure qu'on connaît aujourd'hui?
au XXe siècle. Parce qu'en fait, Hermine Hartleben, qui a écrit sa première biographie, qui est sortie au début du XXe siècle, elle s'est lancée, alors que c'était une Allemande, elle s'est lancée dans la biographie de Champollion parce elle trouvait totalement incroyable que ce grand génie des Lumières soit tombé dans l'oubli. Oui, alors qu'aujourd'hui, tous les étudiants, tous les élèves de 6e le connaissent. Absolument. Et c'est progressivement qu'effectivement, les égyptologues qui ont suivi au XXe siècle ont réhabilité sa mémoire, parce que c'était quand même fondamental. Il fait partie des grands génies de l'humanité. Donc, et ça a été assez injuste la façon dont il a été traité de son vivant. Alors vous-même, vous avez fait la biographie de plusieurs égyptologues. Qu'est-ce qui vous fascine particulièrement avec Jean-François Champollion ? Le personnage est très attachant dans le sens où en fait, c'était aussi un visionnaire parce que déjà enfant, quand il a commencé à découvrir l'Égypte à travers les livres de son frère, qui était lui-même captivé par l'Égypte et qui aurait voulu faire partie de l'expédition Bonaparte et qui n'a pas été admis, avait dit je serai le découvreur. Et c'est quelque chose qu'il a mené jusqu'au bout, quoi. Il était complètement persuadé, au fond de lui-même, que c'était lui qui allait arriver à trouver la clé du système hiéroglyphique. Ensuite, c'est ce combat qu'il a mené pendant des années et des années pour y parvenir, en y laissant totalement sa santé et en négligeant sa vie privée. Enfin, voilà, c'est un personnage qui est d'autant plus fascinant qu'il a apporté véritablement quelque chose à l'humanité entière par la découverte d'une langue que, quand on regarde aujourd'hui les hiéroglyphes, on se demande encore comment il a pu arriver à trouver la clé du système, mais en même temps, grâce à cette langue, a révélé 4500 ans d'histoire. Oui, et ce n'est pas qu'une découverte franco-française, par ailleurs. Alors, il y avait effectivement Jung, Thomas Young, qui avait commencé, qui était un grand mathématicien anglais, un grand historien et tout ça, qui avait commencé, qui a trouvé quelques lettres quand même, et qui a revendiqué après être le père de la découverte, parce qu'il estimait qu'il avait quand même fourni des clés à Champollion et que Champollion ne s'était finalement plus servi que de ce que lui avait apporté. Alors Champollion qui lui-même s'était basé sur la découverte de la pierre de Rosette, hein. Plusieurs personnes dans le chat y font référence. Ah bah oui, bien sûr. Pierre de Rosette qui avait été découverte en 1799 par l'anglais Thomas Young. Donc c'est un peu une suite. Non, c'est pas Thomas Young. C'est un Français qui a... Corrigez-moi. Oui, je vous corrige. C'est un Français qui a découvert... C'est un soldat français qui a découvert la pierre de Rosette. Et malheureusement, comme les Français ont été battus par les Anglais à ce moment-là, et les Anglais se la sont attribués et l'ont préservée et l'ont mis depuis 1802 est au British Museum. Et il n'y a que Christiane Desroches-Noblecourt qui a réussi à la faire sortir pour le 150e anniversaire de la découverte en 1972. Elle a réussi à convaincre les Anglais de l'avoir pendant 3 mois au Louvre, cette fameuse pierre de Rosette, mais qui est repartie très très vite au British Museum. Elle reviendra peut-être potentiellement pour ce 200e anniversaire ? Ah ben, il faut espérer. Je ne sais pas si aujourd'hui il y aura quelqu'un qui sera aussi habile que Christiane Desroches-Noblecourt pour convaincre les Anglais de revenir avec la pierre de Rosette. Je ne sais pas, peut-être. Une dernière question, Claudine Le Tourneur, disons. Jean-François Champollion est véritablement celui qui a déchiffré les hiéroglyphes, en tout cas c'est ce qu'on retient aujourd'hui. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est une suite de découvertes qui a permis ce déchiffrage ? Oui, sans la pierre de Rosette, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué, parce qu'il fallait effectivement avoir, la pierre de Rosette étant une grande stèle avec trois écritures, donc l'écriture grecque, le démotique qui est la dernière expression de la langue égyptienne ancienne, et un texte hiéroglyphe. Et donc, ce qui a permis à Champollion de pouvoir faire des comparaisons et d'arriver progressivement à comprendre le système hiéroglyphique. Mais il fallait ce texte avec ces 3 langues pour pouvoir arriver à comprendre un tout petit peu cette langue. Et ce système, avec tous ces caractères.
Eh bien, merci beaucoup, Claudine Le Tourneur. Merci à vous. Je rappelle Merci. votre livre qu'on va remontrer à l'écran. Ça s'appelle Champollion, le dernier voyage. C'est aux éditions du Cerf et ça se lit comme un roman historique. Absolument. Non, mais en fait, c'est un récit de voyage. Et c'est vrai Le que premier et le dernier de Champollion. Voilà. Et c'est vraiment un récit qui vous emporte à travers toute l'Égypte. Voilà. Et qui vous permet aussi de découvrir l'Égypte, bon, l'Égypte de cette époque-là, mais qui reste quand même l'Égypte, avec les monuments qui sont toujours là. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce soir nous Merci raconter cette histoire. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission, sans oublier les personnes à la régie ce soir, ainsi que notre community manager en charge de la modération. À 20h sur lefigaro.fr, vous avez rendez-vous avec Yves Tréhard et ses invités. Petit teasing. Bonsoir, rendez-vous à 20h ce soir dans les locaux du Figaro pour le club politique du Figaro avec 3 questions ce soir. De quoi l'affaire Julien Bayou est-elle le nom? Première question. Deuxième question, pourquoi la France, depuis des années et des années, est incapable de faire des économies budgétaires? Et puis troisième question, est-ce qu'il faut tirer des leçons pour la France de la récente élection législative en Italie? Eh bien, ce sont 3 questions que je poserai à nos 4 débatteurs. Ce soir, l'invité du Figaro sera Gaspard Kanzer, spécialiste et expert en communication, ancien conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée. Et puis, il y aura François-Xavier Bourmeau, il y aura Anne de Guigné, et puis Marie-Lou Magal, qui sera parmi nous ce soir, 20h, le club Figaro Politique. Et c'est à 20h pour le club Figaro Politique. Et d'ici là, pour d'autres informations, d'autres vidéos, c'est sur Figaro Live et sur lefigaro.fr. Très bonne soirée à tous.